Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre émission dédiée à la gestion et à l'optimisation de votre patrimoine. Chaque mercredi, vous le savez, nos experts se réunissent pour vous offrir conseils et analyses afin de vous aider à faire les meilleurs choix pour vos investissements. Alors au programme de ce 49e numéro, on va explorer un sujet d'actualité brûlant, l'infrastructure, l'investissement dans les infrastructures et plus spécifiquement dans les infrastructures non cotées. C'est un secteur qui est en pleine expansion. Ensuite, on se penchera sur les dernières tendances et opportunités qu'offre l'immobilier de bureau. Et puis, pour conclure, on abordera une question cruciale, les solutions de financement pour les plus de 60 ans, afin de vous aider à préparer sereinement votre avenir. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on attaque donc en recevant Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Swen Capital Partner. Je le disais, on va s'intéresser aux infrastructures avec un focus vraiment sur le non-coté parce que c'est l'objet du fonds que vous lancez. Mais d'abord, quand on prononce le mot infrastructure, on parle de quoi exactement ? Les infrastructures, c'est votre quotidien. Vous vous levez, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin d'avoir Internet, une route pour pouvoir vous déplacer, ou bien même un train ou un métro. Donc c'est vraiment la base de notre économie et de notre société moderne. Donc de quoi on va parler ? Globalement, il y a 4 grandes catégories habituellement dont on parle dans les infrastructures. Vous avez la catégorie énergie-environnement, aujourd'hui qui est très portée par toutes les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, ou bien le biogaz qu'on appelle la méthanisation dans notre métier. Donc également les réseaux, vous les connaissez, réseaux électriques, réseaux d'eau, réseaux de gaz, bien entendu, mais aujourd'hui vous avez également tout ce qui va être traitement des déchets avec le recyclage, accessoirement les réseaux de chaleur qui y seront associés. Donc déjà une belle catégorie. La seconde, qui est un petit peu l'éléphant dans la pièce aujourd'hui en termes de décarbonation, ça va être les transports. Donc c'est une énorme partie des infrastructures. Donc ceux que vous connaissez évidemment, c'est les routes, les ponts, les tunnels, donc tous les éléments qui vous permettent de vous déplacer. Et aujourd'hui, vous avez un développement très fort, très logiquement, effectivement, sur tout ce qui va être ferroviaire, mais également tout ce qui va être urbain, comme les tramways, les métros, ou même les bus. La troisième catégorie, très tendance, qui est toute la partie digitale, donc data center, câbles, bien entendu, tours télécom, que vous voyez fleurir d'ailleurs à peu près partout pour le déploiement de la 5G. Et enfin, la catégorie presque la plus connue, qu'on appelle les infrastructures sociales ou publiques, eh bien, ça va être partie les bâtiments administratifs, les bâtiments de santé également, les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite qui n'ont pas nécessairement de bonne presse, mais dont on va avoir du mal à se passer quand même. Et également, donc c'est hyper large, quoi, en fait. Alors, les secteurs aujourd'hui sont très larges. En fait, c'est plus la manière dont ça va être abordé, puisque vous pouvez être à différents niveaux de maturité dans une infrastructure, ou bien vous pouvez intervenir de manière assez différente, que ce soit en innovation ou sur quelque chose qui est déjà très existant. Et alors, donc, vous lancez ce fonds, Swen Select Infrastructure. Qu'est-ce qui vous motive pour lancer un véhicule dédié et pourquoi vraiment aujourd'hui, pourquoi dans ce timing-là, c'est particulièrement opportun en ce moment ? Alors, de l'infrastructure, chez Swen Capital, on en fait depuis une quinzaine d'années. Donc, on fait partie vraiment des tout premiers à avoir traité l'infrastructure. Il faut voir que les infrastructures, habituellement, c'est financé par le public. Enfin, c'est ce qu'on connaît, en fait. Et depuis environ 25 ans, entre autres du fait des déficits publics dans les pays de l'OCDE, il y a un besoin de financement qui va au-delà de la capacité du public. Et donc, c'est une classe d'actifs qui apparaît dans le financement privé, mais qui est encore relativement jeune, en réalité. On a 25 ans d'historique. Nous, on fait partie des tout premiers en France à avoir travaillé sur cette classe d'actifs, en particulier pour de nombreux institutionnels. Et je crois qu'en réalité, on comprend très vite, quand on passe au péage sur une autoroute, qu'on a intérêt à avoir l'autoroute. Et je crois que ça, tout le monde le perçoit. Je crois que c'était Partouche qui disait le meilleur moyen de gagner au casino, c'est de le posséder ou un truc comme ça. Voilà. Et en fait, concrètement, sur beaucoup d'infrastructures, quand vous avez compris que c'est indispensable, demain, on l'a vu avec la panne électrique en Espagne, le moindre anomalie sur une infrastructure bloque l'ensemble de notre société. Donc, vous n'aurez pas d'intelligence artificielle sans électricité et sans câble. Donc, c'est indispensable et ce sont les fondamentaux. Et je crois que dans le cadre d'une allocation à long terme, tout le monde sait très bien pour quelle raison il a intérêt à rentrer dans ce type d'actifs. Alors, quand je vous écoutais au début nous présenter ce que c'était que ce vocable infrastructure, je me disais en fait ça couvre un champ énorme d'investissement. Du coup, on se dit qu'aujourd'hui, où on a une période d'incertitude économique qui entraîne parfois des turbulences fortes en bourse, etc., l'investissement dans ce vocable infrastructure, ça offre finalement une diversification de dingue et j'imagine probablement une forme de résilience
accrue du placement de l'épargnant, non ? Alors en fait, historiquement, oui, le constat il est clair. Depuis 20 ans, c'est une classe d'actifs qui performe très bien. En fait, c'est ce que je disais en introduction, dans l'infrastructure, il faut déjà la définir au-delà de ces secteurs. Ce qu'on recherche la plupart du temps, on l'a dit, c'est quelque chose qui est essentiel à la société. Le deuxième point qu'on va chercher, c'est des revenus qui sont stables. Ça s'inscrit en général dans un cadre de contrat qui est très long. Et donc, vous avez énormément de visibilité sur la manière dont ça va se comporter. Bien sûr. Donc, une forte lisibilité, des revenus qui sont relativement stables. En général, c'est un actif qui est souvent en monopole, voire en oligopole. Donc, vous avez énormément de visibilité. Le constat est que du fait de cette visibilité et surtout du fait que c'est indispensable, c'est-à-dire que votre contrat d'électricité ne va pas être remis en cause du fait du cycle économique, ni votre contrat d'eau, ni même votre contrat Internet. Vous allez continuer à verser la même somme. Et il y a une partie de cette somme que vous versez chaque mois sur vos factures qui va à l'infrastructure et à son entretien. Donc vous avez une espèce de résilience naturelle du fait de ces revenus et de cette visibilité sur ces revenus. Et donc, en effet, que ça soit en 2008, que ça soit la crise européenne, que ça soit le Covid, eh bien, les actifs infrastructures n'ont pas vraiment eu de variations significatives. Les aéroports au moment du Covid, mais en réalité, sur un contrat de 25 ans, même à l'arrêt pendant un an. Oui, c'est ça. Le Covid, il disparaît assez rapidement. Malgré tout, on entend autoroute, on entend aéroport, on entend hôpitaux, etc. Enfin, on se dit c'est des sommes colossales. Alors effectivement, adressées, vous l'avez rappelé, pendant longtemps par la puissance publique, mais il faut des reins hyper solides. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement on va dire des investisseurs qui sont, des zinzins, des instits. Et là, maintenant, c'est le grand public aussi qui peut y avoir accès, qui est appelé, qui est encouragé par le biais, par exemple, de ce fonds, entre guillemets, à se mêler au financement. Je ne sais pas s'il est encouragé. En tout cas, nous, on avait une conviction, c'est que ça nous paraît très adapté, en particulier, on va dire, par exemple, pour une retraite, pour une assurance vie relativement longue, on est face à des produits qui sont parfaitement adaptés. Vous avez une grosse visibilité, vous avez relativement peu de variations. Je ne vais pas vous dire que c'est garanti, parce qu'il n'y a pas de garantie de capital associé. Mais évidemment, le jour où on va attaquer le capital sur les infrastructures, il risque de ne pas rester grand-chose, puisque c'est vraiment les derniers éléments qu'on conserve. C'est le cas de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, la dernière chose qui reste debout, ce sont les infrastructures, parce que qu'on soit russe ou ukrainien, il faut les garder, sinon il n'y a plus rien qui marche. Ouais. Donc on est vraiment sur j'insiste sur le dur. Aujourd'hui, en fait, la réglementation a permis d'ouvrir un petit peu plus les produits non cotés, comme vous avez déjà dû en parler, vers une clientèle individuelle ou une clientèle de particuliers. En infrastructure, c'était particulièrement compliqué, comme vous l'avez dit, pour des montants, mais également pour avoir une approche de diversification qui soit suffisante. Le gros avantage chez Swen Capital, c'est qu'on fait ça depuis plusieurs années, je le disais depuis plus de 15 ans, et on intervient de deux manières. On intervient aussi bien au travers de fonds, c'est-à-dire qu'on va aller acheter des parts de fonds existants, donc évidemment on va essayer d'avoir les meilleurs fonds, vous vous doutez de la planète, mais également de l'investissement direct. Donc nous avons la capacité de faire les deux, ce qui fait qu'on peut tout de suite démarrer des fonds qui sont très diversifiés et qui couvrent tous les secteurs, comme on a pu les présenter en début d'émission. Du coup, dans le fond, on va trouver à la fois des fonds et de l'investissement direct. Absolument. C'est quoi le portefeuille type en ce moment, ou qu'est-ce qu'on peut en dire ? L'idée, c'est d'avoir à peu près 50-50 et de se conserver en revanche beaucoup de flexibilité de manière à pouvoir réinvestir les éventuels produits ou, bien entendu, les souscriptions, voire éventuellement quelques rachats. Donc, conserver une flexibilité assez forte, donc aussi bien aller sur des fonds que sur du direct. Et ensuite, en termes de secteur, l'ambition, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très diversifié. Globalement, 100 ou 150 actifs sous-jacents, donc grosse diversification, et ensuite l'ensemble des secteurs. Après, pour ce qui est des secteurs, ça suit un peu le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais, l'énergie renouvelable, c'est un élément qui est très fort, mais vous allez avoir le digital, au travers, entre autres, des data centers et autres. Aujourd'hui, dès le départ, on a démarré avec un fonds qui couvre déjà l'ensemble des secteurs. On a déjà déployé plusieurs actifs, puisqu'évidemment, l'ambition, pour tout le monde, c'est quand même d'avoir un peu de performance. Bien sûr. Alors justement, cette performance, chaque fois qu'on lance un fonds, on dit tiens, on a l'objectif de... et vous, a priori, c'est un rendement net annuel supérieur à 6%. Comment on fait dans un monde où, j'ai envie de dire, les contrats à long terme, avec une certaine sécurité, forcément, ça ne fait pas non plus des étincelles. Donc déjà ça. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il y a des risques, entre guillemets ? Est-ce que 6%, moi, entre guillemets, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu la classe d'actifs qu'on adressait. Donc je me suis dit, est-ce que si on est capable d'aller chercher un rendement comme ça veut dire qu'il faut être conscient d'une part de risque ? Oui, en fait, l'approche va être assez mixte. C'est-à-dire que
Dans les infrastructures, vous avez souvent deux types d'infrastructures. Dans notre jargon, on appelle ça des brownfield et des greenfield. Alors, le brownfield, c'est la fameuse infrastructure existante. Donc, vous avez une visibilité, vous avez un contrat qui est associé. Donc, vous savez parfaitement, entre guillemets, comment elle va évoluer. Ensuite, à vous de calculer correctement vos frais, de faire votre prévision, et votre modélisation vous permet de savoir à peu près comment elle va se comporter. Ensuite, l'idée, évidemment, ça sera sur cette infrastructure. Est-ce que vous êtes capable de la développer ou pas pour la valoriser ? Et ensuite, vous avez des infrastructures qui, elles, sont en démarrage, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore construites, donc sur lesquelles vous n'avez parfois pas d'autorisation, vous avez un risque de construction, bien entendu, vous avez le risque de contrat, il faut signer. Donc ça, ce sont des actifs qui sont beaucoup plus risqués, bien entendu, en revanche, qui présentent mécaniquement beaucoup plus de potentiel. Donc l'approche qu'on va avoir, c'est de mixer les deux. Donc, historiquement, nous, on est plutôt investisseurs pour des institutionnels avec un risque très mesuré, donc on est plutôt très brownfield. Mais l'idée, c'est sur ces actifs brownfield, de les plateformiser, c'est-à-dire sur, par exemple, des plateformes solaires, être capable de les développer, sur, je ne sais pas moi, des plateformes plutôt de déplacement urbain au travers de tramways et de bus, et de développer le nombre de contrats sur plusieurs villes ou autres. Donc, vous avez une capacité, sur un actif relativement sûr, d'aller chercher également un peu de valorisation et de déplacement complémentaires à côté. Quand on parle infrastructure, il y a nécessairement des questions énergétiques et donc d'environnement et donc d'ESG. C'est hyper à la mode et puis à la fois ça a pris un peu de plomb dans l'aile avec l'agité de la Maison-Blanche qui est pas très branchée ESG, on va dire. Comment est-ce qu'on regarde tout ça du coup aujourd'hui ? On se dit c'est une forme de spécificité européenne assumée et on est heureux de lancer un fonds qui va aussi embarquer de l'engagement en matière de ESG, etc. Ou on se dit, de toute façon, il faut y aller. Enfin, voilà, c'est un choix qui se fait comment ? De toute façon, globalement, il y a quand même ce qui se dit et ce qui se fait. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de gesticulation que tout est modifié du jour au lendemain. Et on parle bien de durabilité. C'est le terme le plus approprié, on va dire, en termes d'infrastructure, puisqu'on est vraiment sur du temps long et on est sur quelque chose qui doit durer. Donc, vous êtes obligé de le prendre en compte, en fait, peu importe en réalité votre environnement. Vous êtes tout de suite sur quelque chose sur plusieurs années. Ça veut dire que vous essayez d'avoir des actifs qui vont être solides dans le temps et qui ne vont pas être des actifs échoués. Très honnêtement, aujourd'hui, aller investir dans les plateformes pétrolières en mer du Nord, ça ne nous paraît pas évident. C'est pas là que ça se situe. Donc, on a quand même une ligne qu'on souhaite suivre qui est claire. Tout à l'heure, vous parliez des routes ou des aéroports. C'est vrai que ce sont aujourd'hui des actifs pour lesquels on a beaucoup plus de mal à investir pour la simple et bonne raison que être capable de suivre nos ambitions en termes de conduite ESG pour ces actifs, c'est très compliqué. La décarbonation d'un aéroport, c'est un travail absolument considérable. Mais c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui, sans aucun doute, venir financer, parce que on ne va pas avoir des infrastructures polluantes éternellement. Ça ne marchera pas. Donc, ce sont des actifs qui ne fonctionneront plus. Donc, très naturellement, on va continuer à essayer d'améliorer les choses. Il n'y a pas besoin de modifier notre ligne, bien au contraire. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on en parle beaucoup. Mais enfin, il y en a très peu qui ont changé leur ligne de fond. Le Texas fait partie des premiers, je vous rappelle, à investir dans les énergies renouvelables. Tout comme on le retrouve pour les pays pétroliers ou la Norvège. Allez, pour terminer, 2-3 petites questions plus attachées vraiment au fond. On va flirter avec quelques notions commerciales, mais d'abord, le fait que vous êtes soutenu par la Massif, par Abeille Assurance, etc., c'est, j'imagine, hyper agréable en termes de distribution d'avoir des grands noms comme ça auprès des investisseurs particuliers qui sont sensibles à ces grands noms-là. Évidemment, on est hyper fiers. Ça, c'est super. C'est un partenariat absolument extra, mais une des raisons principales, c'est qu'ils sont investis historiquement dans les produits infrastructures de la Maison Swen. Donc, ils ont une visibilité très importante sur le sujet et ils ont fait partie des tout premiers à vouloir nous soutenir en disant « mais effectivement, c'est très adapté à une épargne longue, puisqu'on est face à quelque chose qui est peu volatile, potentiellement performant. Donc, on répond vraiment aux attentes des investisseurs finaux et ils ont pu le juger par eux-mêmes. Donc, il y a, c'est vrai, un confort complémentaire à proposer quelque chose sur lequel, entre guillemets, tout le monde le comprend. Donc, évidemment qu'on ne peut pas garantir des performances fabuleuses, mais, entre guillemets... Vous avez rappelé tout à l'heure les risques inhérents à ce placement. Donc, Oui, on a vraiment une belle opportunité et il fallait arriver à le mettre en assurance vie. Et pour le mettre en assurance vie, il faut un partenaire assureur. Allez, on termine. Je vous laisse changer de costume et endosser celui du commercial. Et je vais vous demander un petit défi pour nos deux, finalement, catégories d'auditeurs. Parce que, on a à la fois des pros, des CGP, etc. Et puis à la fois des épargnants avertis. Alors, d'abord, conseil. Vous êtes en face d'un investisseur particulier qui envisage d'inclure ce Swen Select Infrastructure. Vous lui dites quoi ?
Globalement, un investisseur individuel, la plupart du temps, ce qu'il cherche, c'est un peu de sérénité, un peu de performance, et que ça soit en plus accessoirement porteur de sens. Si en plus il comprend dans quoi il peut investir et à quoi il participe, je pense qu'on a un peu le combo gagnant. Bon, évidemment, et j'anticipe sur la deuxième question, ça dépend de votre répartition de portefeuille. Et ça dépend évidemment quelle est votre ambition à terme, est-ce que c'est de la liquidité immédiate. Aujourd'hui, au travers des partenariats qu'on a avec nos assureurs, ils vont pouvoir investir au travers de leur assurance vie et donc avoir une certaine disponibilité. Malgré tout, ce sont des produits où nous, on juge que l'investissement, il se fait à long terme. Aujourd'hui, c'est une durée recommandée qui est très longue. On est bien au-delà des 5 ans. Parce qu'il va falloir laisser le temps, évidemment, à ces actifs de générer, évidemment, des revenus et un peu de valorisation. Mais en échange, on a une très belle visibilité sur ces actifs. Et donc, cet apport, entre guillemets, dans un portefeuille en termes de diversification et de décorrélation, on l'a dit, c'est un actif qui est très complémentaire de ce qui existe. Bon, en fait, vous m'avez cramé ma deuxième question. Le CGP, il peut dire à peu près la même chose. Oui, en fait, non, mais c'est vrai que pour l'investisseur final, on a quelque chose qui est très visible, très lisible. Et pour le CGP, est-ce que c'est à lui de juger si ça apporte une décoration suffisante dans le portefeuille de ses clients. Eh bien voilà une idée d'investissement défendue ce matin par Xavier Leblanc. Merci beaucoup. Merci Xavier d'être passé pour Swen Capital Partner donc, et ce nouveau fonds Swen Select Infrastructure qui vous permet de mettre votre part un petit peu dans l'évolution de toutes ces infrastructures dont on a grandement besoin. À très bientôt Xavier. Merci Cédric. Et nous on poursuit Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit donc notre voyage au cœur de votre patrimoine en s'intéressant maintenant au marché du bureau. On va parler stratégie d'investissement, opportunités. Et pour ce faire, un des meilleurs spécialistes est en plateau. Gérald Proutot, bonjour Gérald. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Pierre Premier Gestion. Alors ce marché du bureau, on en a beaucoup parlé, bien évidemment. On ne va pas faire un retour jusqu'au Covid, mieux, moins de bureaux, différemment. Enfin voilà, c'est un marché qui a quand même connu un ralentissement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? On a l'impression que ça peine à repartir, que ça reste un peu atone. Il y a quoi ? Il y a des facteurs juste conjoncturels, il y a des facteurs plus structurels. Comment vous lisez finalement ce marché ? On verra après en rentrant dans le détail, mais déjà, voilà, première impression. Alors effectivement, Cédric, ça reste un marché à plusieurs vitesses. Vous avez Paris Intramuros, vous avez la première couronne, la deuxième couronne, et puis vous avez les régions. Donc dans ces marchés-là, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les entreprises continuent en fait d'essayer de rationaliser leur parc immobilier, leur surface, leur loyer, donc leurs charges finalement, avec on le voit encore dans les chiffres, une présence du télétravail qui représente plus de 30% en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les salariés sont en moyenne 3 jours et demi par semaine dans les bureaux. Donc aujourd'hui, ça ne pousse pas les chefs d'entreprise à continuer de louer des surfaces ou d'investir eux-mêmes dans ces classes d'actifs. Voilà donc pour ce survol, ce premier survol. Du coup, les fonds qu'on investit historiquement, on va dire, dans le bureau, j'imagine qu'il faut aussi un petit peu se réinventer et se dire qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va les investir. C'est quoi pour vous les pistes les plus prometteuses que vous avez peut-être déjà identifiées ? Alors, typiquement sur le parc de bureaux existant de nos fonds, nous avons commencé une forme de mue de certains actifs de bureaux classiques. En allant chercher des autorisations administratives qu'on appelle ERP, donc établissement recevant du public, ce qui nous permet en fait de louer des surfaces de plateau à des écoles de l'enseignement supérieur, dans des conditions qui sont attractives pour nous et pour elles aussi, avec des baux longs, des périodes fermes. Et des niveaux de loyer qui vont correspondre à leurs attentes. Enfin, ça ne s'improvise pas quand même. Il y a des considérations réglementaires, de sécurité, techniques, peut-être même patrimoniales parfois, qui sont à prendre en compte, non ? Effectivement. Donc il faut aller réfléchir à ce que l'actif puisse permettre de répondre à des obligations de sécurité, notamment, sécurité incendie. Donc obtenir ces autorisations qui vont permettre après de louer ces locaux. Donc il faut prévoir des aménagements, parfois des travaux. On considère que ça en vaut la peine en fait pour pouvoir accueillir ces locataires qui sont résilients
Et il y a une vraie demande en fait sur ce marché de la part de ces intervenants. Oui, parce qu'on peut pas s'improviser, quoi. On peut pas louer n'importe quel local pour entamer son activité. Dans la revue de toutes vos pistes d'investissement, je me suis retrouvé dans des espaces de loisirs, alors avec des raquettes, parfois, enfin voilà, du padel. Voilà, c'est des usages émergents quand même. C'est-à-dire que je vais pas dire qu'il y a de l'innovation aussi dans l'immobilier, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être comme ça avec les oreilles ouvertes sur des activités, sur des processus qui sont jusqu'à présent inconnus. Alors, nous avons investi en 2024 sur des actifs de bureau et comme je l'expliquais, en allant chercher des autorisations administratives dans le cadre de ERP. Et puis également ce qu'on appelle des actifs multi-usages, donc bureaux, locaux d'activité, et puis avec des offres de restauration. Donc ça, c'était des actifs beaucoup plus récents. 2025, notre feuille de route s'est portée sur ce qu'on appelle les locaux d'activité à destination du sport loisir, comme le paddle. L'intérêt pour nous, en fait, c'est d'avoir des bâtiments qui, dans la mesure du possible, puissent être techniquement réversibles dans le temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est une activité de paddle qui peut très bien fonctionner, mais la difficulté pour des investisseurs comme nous, c'est de savoir se projeter dans le temps le plus long possible, puisque le principe de nos fonds, finalement, c'est d'être sur des actifs de rendement. Et ça veut dire, Gérald, qu'aujourd'hui, effectivement, voilà, du paddle, voilà, tout le monde ne sait pas ce que c'est peut-être, mais c'est une espèce de tennis intérieur qui se rapproche du squash, enfin voilà, bref. Mais peut-être que cette activité-là va pas, ou n'offre pas de garantie, on va dire, de rendement et de stabilité à terme. Et donc, au moment où vous dites, OK, on fait confiance à cet exploitant, ceci, cela, parce qu'il y a une mode, parce que malgré tout, il faut que le sous-jacent, l'immeuble, on puisse demain en faire une salle de billard, une salle de tennis, je sais pas quoi, un club de fitness, enfin, ou peut-être même autre chose. C'est ça, c'est ce que vous appelez la réversibilité technique. C'est effectivement ce qu'on appelle la réversibilité technique. Une forme de garantie. Donc, effectivement, on va être vigilant, par exemple, sur l'épaisseur de la dalle, surtout quand on intervient dans le processus de construction de l'actif, la hauteur sous plafond, puisque finalement, on s'aperçoit que la plupart du temps, ces bâtiments, il suffirait de leur ajouter une porte sectionnelle ou plusieurs portes sectionnelles pour en faire des locaux d'activité classiques. C'est-à-dire, pourquoi pas un mix bureau avec petit stockage. Donc, on va revenir aussi sur les critères d'emplacement. Aujourd'hui, ça peut être ce qu'on appelle une destination, un actif de destination, où les gens vont venir pour des activités de loisirs. Et demain, ça pourra très bien être effectivement des locaux d'activité classiques qui accueilleront des entreprises qui en feront pour partie une surface de bureau et des surfaces de stockage. Donc, il faut à chaque fois réfléchir à ces éléments d'emplacement, de réversibilité, puisque on le voit, d'ailleurs, on parlait du bureau tout à l'heure, finalement, aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir sur des bureaux vacants, est-ce que je peux les transformer en résidentiel ou autre. Alors, autre spécificité de votre groupe, c'est effectivement tout le secteur alimentaire, avec notamment cet OPCI BK, Burger King, Burger King, comme dirait le Premier ministre. Vous continuez vraiment à vous positionner. On rappelle, OPCI, c'est un cousin de la SCPI. Hein. Voilà, pour ceux qui voudront faire un petit peu de recherche patrimoniale. Vous y croyez toujours? Parce que c'est vrai que dans les contextes un peu inflationnistes, on dit, il y a peut-être c'est peut-être pas une dépense prioritaire, donc pourquoi y investir? Enfin, voilà. Or, ça pousse d'un peu partout. Alors, au-delà, effectivement, de la restauration rapide, en fait, nous croyons toujours à la thématique de la restauration, qu'elle soit traditionnelle sous enseigne nationale ou sous enseigne internationale en restauration rapide. Vous l'avez dit, c'est un secteur d'activité qui souffre. L'objectif, ça reste de s'associer avec le numéro 1 français qui développe des marques que l'on estime être résilientes, et en tout cas qui seront mieux disposées à faire face aux aléas au contexte inflationniste. Voilà, donc ça repose également sur cette approche de l'exploitant, finalement, de la qualité de l'exploitant, de sa capacité à vous payer des loyers sur la durée.
Donc on espère effectivement qu'on a fait les bons choix jusqu'à présent. Donc on continue de développer et d'investir sur cette thématique. Et d'une manière générale, tout ce qui va représenter, je dirais, de l'immobilier au sens large de loisirs, parce qu'on en parlait juste avant avec le paddle. Aujourd'hui, on voit que la consommation continue de se tourner vers l'alimentaire sous toutes ses formes, vers l'hôtellerie et vers les loisirs. Mais je vous entends nous parler de grandes écoles, d'immobilier de bureaux quasiment traditionnels, de sport de loisirs, de restauration de multiples types. C'est-à-dire qu'en fait, on pilote de l'investissement immobilier comme on doit piloter son patrimoine. C'est-à-dire qu'il faut diversifier. En bourse, on dit mettez... pas tous vos yeux, vous fonctionnez pareil. Alors, on fonctionne de la même façon, sauf que le temps est différent, puisque acheter des actifs, revendre des actifs, ça se fait sur des durées beaucoup plus longues que des actifs financiers. Mais il faut rester agile, en fait. Si j'avais d'ailleurs un conseil à donner à tous les investisseurs, c'est qu'il faut rester agile, ou en tout cas confier tout ou partie de son épargne à des gestionnaires qui vont l'être. Merci beaucoup, Gérald. Merci Cédric. Gérald Proutot, donc pour Pierre Premier Gestion, et un petit focus proposé ce matin sur ce marché des bureaux au sens le plus large. Vous l'avez compris, il y a plusieurs typologies de bureaux. À très bientôt. Merci Cédric, à très bientôt. Et nous, on continue à vous accompagner au cœur de votre patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer, Cœur de patrimoine cette semaine, on accueille Alexis Rouessé. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes le PDG d'Arago et avec vous, on va parler du financement des plus de 60 ans. Parce que c'est très important à certains moments de sa vie de pouvoir continuer à avoir des projets, à trouver donc des financements parce que parfois ça coince au niveau du parcours d'emprunteur traditionnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous d'abord en quelques mots Arago, parce que c'est quand même une entreprise relativement jeune, on va dire, et tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, nous avons créé Arago en 2017 avec 3 associés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 15 personnes, et notre mission, c'est de développer des prêts pour les personnes qui n'ont pas accès facilement à un crédit bancaire classique. Et comme vous l'avez dit juste à l'instant, la première population à laquelle on s'adresse sont les gens de plus de 60 ans, parce qu'ils ont encore plein de projets, ils ont plein de choses à faire, ils ont en fait plein de besoins de financement, mais que pour eux, c'est extrêmement compliqué d'obtenir un crédit. Il y a moins de 4% de ces personnes-là qui obtiennent un crédit tous les ans. Et c'est pour ça qu'on a créé un prêt qui s'appelle le prêt 60. Non, mais on n'est pas obligé d'avoir 60 ans pour s'adresser à vous aussi. Aujourd'hui, si, il faut avoir 60 ans ou plus. Ou plus. Bon. C'est de 60 à 122 ans et 3 mois. Alors, cette offre commerciale, entre guillemets, elle est quand même très encadrée, on va dire, puisqu'en fait, c'est un prêt viager hypothécaire. Pourquoi je fais cette incise ? Parce que le deuxième mot, viager, il peut mettre un peu le feu aux poudres. Et n'importe qui peut se dire « Ah non, mais moi je veux pas entendre parler du viager, les histoires de Jeanne Calment, tout ça, c'est pas pour moi. » Voilà, qu'est-ce qui distingue finalement ça ? Parce que c'est important de faire le distinguo. Ce prêt viager hypothécaire de toutes les autres formes de prêts, entre guillemets, ou de financement que l'on destine aux seniors. Il y a le viager, je le disais, il y a le prêt relais senior. Enfin voilà, il y a quand même des financements qui sont là, mais ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire, avec la choucroute, si vous me permettez l'expression. Je vous permets. Alors, le premier point, c'est que le prêt viager hypothécaire, attention, donc c'est la définition légale du produit qui a été définie en 2006 par une loi, donc c'est extrêmement encadré, comme vous l'avez dit. Là, dans ce terme-là, viager, c'est un adjectif. Ça dure toute la vie. Donc c'est un prêt à vie, avec une garantie sur un bien immobilier, si on le fait en traduction normale, d'accord ? Et c'est important. Un viager, c'est très différent. Un viager, en fait, c'est une vente viagère. Vous vendez votre maison, votre appartement, votre patrimoine immobilier. Nous, c'est vraiment, et là, c'est le premier mot qu'on oublie vite, c'est un prêt. Vous allez obtenir un prêt, vous allez mettre en garantie un bien immobilier, mais c'est juste une garantie, vous êtes toujours propriétaire. Vous avez un prêt, il y a un taux fixe, vous connaissez comment est-ce que ça peut évoluer dans le temps, et vous le remboursez quand vous en avez envie, ou quand vous vendez le bien, ou à partir de votre succession. Bien sûr. Alors,
Vous avez commencé en vantant, entre guillemets, la réponse que ça apportait aux besoins patrimoniaux de ces plus de 60 ans. Est-ce qu'on peut rappeler les avantages de ce prêt pour cette tranche d'âge, justement? Alors, il y a plusieurs avantages. Premier avantage assez simple, c'est l'accès à ce prêt. Ouais. Donc déjà, on a une réponse de sa banque. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, c'est un prêt hypothécaire, donc c'est pour les propriétaires. Il faut voir que les plus de 60 ans sont à 70% propriétaires. Donc, ça fait à peu près 12 millions de personnes aujourd'hui. Donc, il faut être propriétaire. En revanche, tous les avantages sont qu'il n'y a pas de questionnaire de santé. Vous pouvez avoir eu des gros pépins de santé. Nous, on ne veut même pas en entendre parler. Ça ne va pas nous bloquer là-dessus. Il n'y a pas d'assurance. Puisque comme vous pouvez le rembourser au décès, s'il y avait une assurance, ça ne marcherait pas, quoi. Voilà. Autre élément très important, c'est que en fait, tous les autres prêts qui sont proposés par des banques sont faits en fonction de vos revenus et surtout de vos revenus futurs. Il y a la loi des 35%, ouais, bien sûr, tous les critères du HCSF dont on parle en permanence, qu'on adore, voilà. Eh bien, en fait, le prêt 60, lui, n'est pas soumis à ça. Pourquoi ? Parce que tous les mois, vous n'êtes pas obligé de rembourser une mensualité. Donc, en fait, quand on a plus de 60 ans, nos revenus ont tendance à baisser, en tout cas à partir de la retraite, puis pension de réversion, etc. Et donc là, l'intérêt, c'est que comme vous n'avez pas de mensualité, vos revenus nets ne baissent pas. Ouais, votre reste à vivre, on ne mange pas votre reste à vivre avec une grosse... Et donc ça, c'est hyper important. Quand vous dites on n'est pas obligé de rembourser, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix quand même de rembourser, c'est-à-dire que le truc est complètement pilotable ? Le truc est... Alors complètement, il y a toujours un peu de limite, mais il est extrêmement pilotable. C'est-à-dire que vous n'avez pas au début à dire j'ai remboursé tant dans 2 ans, puis tant dans 3 ans. Non, ça, c'est vous le décidez sur le moment. D'accord. La limite, c'est il faut rembourser au moins 4%, c'est pas beaucoup non plus, de ce que vous avez emprunté. Parce que nous, on ne sait pas gérer des remboursements de 10 euros par 10 euros. Là, le truc ne va pas tenir. Mais 4%, donc ça veut dire qu'en gros, ça va vous payer les intérêts pour une grosse moitié de l'année. Voilà. En préparant l'interview, j'ai remarqué que vous aviez une cible moyenne de 76 ans et un montant d'emprunt autour de 130 000 euros. 76 ans, ça fait quand même un public particulier. Et j'imagine que il faut expliquer beaucoup de choses. Il faut être sûr que tout est bien compris, parce qu'on a commencé cet entretien en parlant de ce mot qui n'est pas un nom propre, un nom commun, mais un adjectif. Ça va bien quand on a, entre guillemets, l'âge qu'on a, mais on peut se dire que ce public cible, au-delà de 60, 70, 76 ans, en âge moyen, il faut tout bien expliquer, c'est ça ? Il faut être extrêmement pédagogue, effectivement. Alors, il y a juste une petite précision. Donc, la moyenne, c'est 76 ans, mais on prête, en gros, les prêts qu'on a faits, c'est de 60 ans à 98 ans, on a fait. D'accord ? Donc, c'est assez large. Oui, 98 ans, il faut bien expliquer. Il avait du tonus, notre cher ami de 98 ans. Et donc, l'explication, on fait très attention à ça. Effectivement, on passe en moyenne... alors, nous, quand vous vendez ce type de prêt, vous n'avez pas le droit d'aller chez les gens, même à leur demande. D'accord ? Pour être sûr de ne pas imposer une solution. On n'a pas mis le pied dans la porte. Voilà, on n'est pas en train de forcer le truc et on ne veut surtout pas. Donc, on passe en moyenne 6 heures de téléphone pour chaque client avant de faire l'opération. Si on l'a fait, voilà. Et après, on fait très attention aux conseils. Et en plus, il y a toujours un notaire qui est impliqué. Donc lui, il est responsable de l'intérêt des 2 parties, que les gens aient bien compris. Enfin, c'est un produit bancaire, c'est un prêt. Donc, vous avez la loi Scrivener, vous avez tous les éléments explicatifs qui sont très compréhensibles, le taux effectif global, etc. Donc, tout est extrêmement cadré. Et nous, on prend des précautions supplémentaires, en fait. Par exemple, à partir de 75 ans, on demande un avis médical. Donc, c'est pas du tout sur la santé de la personne, c'est juste sur ses capacités cognitives. D'accord. Est-ce que la personne comprend bien ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'elle est capable de décider ? Et ça, c'est à votre initiative ? C'est à notre initiative avec nos partenaires bancaires. Parce que comme nous, on n'est pas une banque, l'emprunteur, il va signer avec une banque.
Alors justement, le reste de l'environnement patrimonial de cette clientèle-là, il y a la banque effectivement qui rentre en jeu. Vous l'avez dit, il y a le notaire, mais peut-être que la personne aussi a son notaire ou son CGP. Enfin, comment est-ce que toute cette profession, on va dire, de la gestion de patrimoine vous accueille? Comment est-ce qu'ils intègrent finalement ou pas ce produit, ce prêt 60 dans leur préconisation patrimoniale? Alors, ils sont tous très sympathiques. On n'a aucun problème d'accueil. D'accord. Notre devoir à nous, c'est de faire connaître le produit. En fait, la problématique majeure, c'est que les gens ne connaissent pas ça. Ce qui est important à savoir, parce que, en fait, par exemple, en Angleterre, qui est le marché européen où ce type de prêt est le plus développé, en 2022, il y en a eu de distribués pour 7 milliards d'euros, équivalent 7 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 95 000 prêts. D'accord. Et en France ? En France, c'était nous les 90% de la production. On a fait 60 millions d'euros sur les 18 derniers mois. Donc, tout petit écart. Voilà. Ça laisse une belle marge. Une belle marge de progression. Exactement, il y a de la marge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Angleterre, ça y est, ce type de prêt-là est devenu ce qu'il doit être. C'est-à-dire qu'il transforme votre bien immobilier, qui est votre première réserve de précaution, que vos parents, vos grands-parents vous ont toujours dit, d'abord t'achètes ta résidence principale, après on voit. Et bien maintenant, ça devient une réserve de liquidité. Et c'est ça la transformation du système. Et à partir du moment où en fait les CGP, les notaires, les banques, etc. comprennent ça, et que nous on peut leur apporter la solution clé en main, eh ben ça va assez facilement. On va essayer de rentrer un peu dans le détail maintenant, histoire que justement nos auditeurs, qu'ils soient ou épargnants ou CGP, comprennent bien les choses. D'abord, vous dites son bien immobilier. Qui fixe la valeur du bien immobilier ? Parce que j'ai envie de dire, si c'est vous avez peut-être envie que le truc coûte moins cher parce que ça vous limite votre risque, ou pas. Enfin voilà, qui fixe la valeur du bien immobilier dont dépend, j'imagine, le prêt? Exactement. Alors, en fait, c'est pas nous, c'est un évaluateur indépendant qui a tous les tampons, RICS, tout ce qu'il faut de la profession, qui est totalement indépendant de nous, que nous payons à chaque fois pour les trucs. Il ne connaît pas nos grilles d'analyse, d'accord ? Donc, il fait une analyse totalement indépendante. Et après, nous, on va regarder ce qui se passe avec ça. Mais il y a un point très important à noter, c'est que imaginons, vous voulez... je vous vieillis un peu. Allez-y. Voilà. Ou moi, par exemple, je veux emprunter avec mon bien immobilier. Et moi, je considère au départ, parce qu'on monte le dossier juste avec mon estimation, je dis que mon bien immobilier vaut 700 000 euros, tout ça. Et je dis, j'aimerais bien emprunter 200 000 euros. Et l'expert passe et il dit, non, il ne vaut pas 700 000, mon ami. Vous êtes bien trompé. Il vaut que 600 000 euros. Et vous pourrez, et après, la banque va vous dire, c'est pas 200 000 euros que je peux vous prêter, mais plutôt 150 000 euros. Quel est l'impact ? Vous n'avez pas perdu d'argent. Contrairement si vous faisiez un viager, une vente. Simplement, je vous prêterai un peu moins. C'est le seul impact qu'il y a. Oui. D'accord ? Après, nous, on n'a aucun intérêt, en fait, à ce que ça soit sous-évalué, parce que nous, on gagne notre vie avec des commissions, qui sont d'ailleurs affichées, qui sont en fonction du montant du prêt. Oui, donc à la rigueur, vous... Donc, on peut faire plus petit, mais il y a un moment, ça devient pas agréable pour nous non plus. Donc, voilà. Donc, c'est un expert indépendant. Donc, expert indépendant, et après, une proportion de la valeur du bien est consentie en prêt. Exactement. On est d'accord. Il y a un taux d'intérêt ? Oui, il y a un taux d'intérêt, il est fixe. Il est entre 6 et 7%. D'accord. D'accord. C'est plutôt bas de fourchette du crédit conso. Parce qu'il y a un autre élément important de ce prêt-là, c'est que c'est comme un crédit conso, il y a encore plus souple d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas affecté. Vous faites ce que vous voulez de l'argent. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'avoir un projet immobilier, vous n'avez pas besoin d'avoir une dépense spécifique. Il n'y a même pas besoin de justifier, quoi, en fait. Il n'y a pas besoin de justifier ce que vous faites de l'argent. D'accord ? Donc ça, c'est un truc très important. Et c'est pour ça qu'on est assez proche de ces types de taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on n'est pas sur les taux qu'on entend pour l'immobilier. Pour acheter un bien immobilier. Parce que tout le monde va s'attendre à ce type de truc et se dire, ah non, 6-7, c'est un voleur. Personne n'oserait penser ça de nous, je l'espère. Très bien.
Qu'est-ce qu'on fait donc du coup, puisque c'est pas affecté? On en fait ce qu'on veut? C'est-à-dire que vous avez des exemples d'utilisation, on va dire, intelligente d'exemples de clients qui ont pu, par exemple, je sais pas, rénover un bien, donner à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors, des exemples assez simples. Par exemple, y avait une personne à laquelle je pense, qu'on va appeler Bertrand, hein, si ça vous dérange pas. Bertrand, il avait un bien locatif, d'accord, qu'il avait acheté pour compléter sa retraite. Sauf que son bien locatif, pas de chance, il est passé en note DPE, que tout le monde connaît, en G. Et du coup, il peut plus louer. Et pas de peau, le locataire, cette année-là, s'était dit, bah tiens, j'hébergerais bien ailleurs. Pas à cause du G, hein, juste parce que sa vie changeait. Et donc, il n'a plus le droit de le louer. Et là, vous avez quoi comme problématique? Vous avez quelqu'un qui comptait sur ces revenus-là, qui les a plus, et à qui on va demander, alors là, c'était le cas, on lui demandait à peu près 70 000 euros à 80 000 euros pour repasser en D. Parce que s'il remontait juste en F, 2 ans après, il fallait recommencer. Pour mieux sauter. Donc, voilà, donc c'est pas bon. Donc, voilà. Et là, le problème, c'est qu'il les a pas. L'intérêt, là, c'est qu'on a pu faire le prêt. Il a emprunté, il est en train de faire ses travaux actuellement. Et une fois que c'est fait, il reloue et mieux. Et le point majeur, c'est qu'il n'a pas déboursé 1 euro. Il n'a pas de mensualité obligatoire. Alors, je dis mensualité obligatoire parce qu'on est obligé de dire qu'il y a les mensualités, même si on n'a pas à les payer. D'accord. Donc, c'est important. Mais, vous voyez, on est très strict là-dessus. Et donc là, il a pu faire ça. Et retrouver des revenus, et d'ailleurs, qui normalement devraient augmenter par rapport à moi. C'est un premier point. Ouais. Deuxième point, nous, on l'a vu aussi sur une personne qui s'est dit, oui, mais si je fais un prêt comme ça et qu'il y a une garantie sur mon bien immobilier, après, mes enfants, ils vont toucher qu'une partie de la valeur du bien immobilier après avoir remboursé le prêt, etc. Et on avait vu son cas, et honnêtement, assez prenant, mais assez classique. Cette dame habite à Lille. Elle a une fille, la fille est à Nantes et le fils est à Lyon. En fait, on peut regarder, la dame elle est en pleine forme, etc. Normalement, si on touche à rien, ces enfants vers 60-65 ans vont hériter de la moitié d'une maison à Lille, qui est donc en moyenne à 600 km de chez eux. Passionnant. Là, j'ai dit, en même temps, vous pourriez emprunter, faire un don, par exemple, de 100 000 euros à chacun, et là, ils ont leur apport, et le jour où, malheureux arrivant, au moment de la succession, en fait, ils sont déjà propriétaires chez eux. Et en plus, si l'immobilier a augmenté, ils auront bien, une petite poire pour la soif. Une poire pour la soif en plus. Parce que, autre point important, c'est que toute progression de l'immobilier, c'est pour l'emprunteur ou ses héritiers. Nous, on n'a pas d'avantage là-dessus. Oui, le remboursement se fait sur la base du prix, entre guillemets, de départ, du montant qu'on a emprunté. Alors non, ça se fait juste... le remboursement, c'est le calcul des intérêts. Ouais. C'est tout bête. Vous avez emprunté 100 000 euros, un capital un jour. Il y a eu des intérêts, on va dire, à 6%. Au bout d'1 an, vous devez 106. Au bout de 2 ans, vous devez un peu plus de 112. Au bout de 3 ans, vous devez pas loin de 101. Et c'est calculé, vous pouvez dire, il n'y a aucune surprise dessus. Donc, pour le prêteur, son rendement, il est fixé. Ouais. Et donc, pour l'emprunteur, pareil, de l'autre côté. Et ça, c'est gravé dans le marbre. Oui. En revanche, si l'immobilier effectivement a progressé et que la maison a pris 40%... C'est pour les héritiers, etc. Ça n'affecte en rien votre prêt. Le prêt n'est pas affecté. En revanche, imaginons l'immobilier s'écroule. D'accord ? Parce que personne ne souhaite, surtout sur Radio Patrimoine. Mais si l'immobilier s'écroule, quoi qu'il arrive, les héritiers ne devront pas plus que ce qui a été mis en garantie. C'est-à-dire s'il y a eu une maison qui a été mise en garantie, si la maison vaut plus que 100 000 euros, alors que le calcul d'emprunt dirait vous devez 200 000 euros, en fait, ils ne doivent que 100 000 euros. Là, c'est tant pis pour vous. Donc, on n'est pas pour. Hein. Soyons très clairs, on n'est pas pour. Bon. Voilà donc pour le fonctionnement de ce prêt. Au moment où justement arrive le moment de la succession, les enfants ou les petits-enfants, bref, les héritiers, peut-être peuvent-ils un peu découvrir ce prêt, ne pas avoir été totalement informés de son fonctionnement, ceci, cela, parce qu'il a peut-être été conclu il y a longtemps, etc. Dans ces cas-là, j'imagine, vous les accompagnez, enfin, ils découvrent le truc. Alors, donc nous, on suggère
aux personnes qui empruntent d'informer leur famille, leurs héritiers, etc. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on pense que c'est mieux. Mais après, chacun est grand. Hein. Les gens sont responsables. Voilà, les situations de chacun sont différentes. Ce qui va se passer, en fait, après, à partir du moment de l'ouverture de la succession, c'est le notaire qui va informer les enfants. D'accord ? Nous, après, rapidement, le notaire nous met en contact avec les enfants, ou on passe via le notaire, ça dépend de comment les gens veulent faire. Et en fait, il va y avoir à peu près 3 possibilités pour les héritiers. Premièrement, ils ont de l'argent. Alors, gros choix, c'est soit ils veulent garder le bien immobilier, soit ils ne veulent pas le garder. D'accord. S'ils veulent le garder, ils ont de l'argent par ailleurs, ils remboursent le crédit. Puis il n'y a plus de garantie dessus, et puis hypothèque, c'est eux. Soit grâce à la succession, ils arrivent à rembourser le crédit. Soit ils ne veulent pas le garder ou ils n'ont pas les moyens de rembourser le crédit. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on va se mettre d'accord avec eux pour mettre en vente le bien immobilier. D'accord. Mais normalement, c'est eux qui le mettent en vente. Il est à eux le bien immobilier, pas nous. Oui, c'est D'accord, ça. voilà. Et après, on va faire attention à ce que ça puisse rembourser la dette et qu'ils le vendent au mieux, mais plutôt pas trop lentement. Parce que pour eux, comme pour nous, c'est embêtant parce que les intérêts vont continuer à courir. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est vraiment à leurs mains et c'est à eux de décider à ce moment-là. Juste pour finir, parce que certes, on parle de solutions patrimoniales, mais on est aussi dans la vie des boîtes et c'est intéressant de voir comment fonctionne notre écosystème. Vous avez levé 250 millions d'euros avec comme maître mot industrialiser l'offre. C'est-à-dire que ça nous ramène au milieu de notre entretien, quand vous avez dit la marge de progression qu'il y avait entre l'Angleterre et la France. Vous vous dites aujourd'hui, ce mode, cette solution patrimoniale, elle ne peut que grandir et vous allez l'apporter. C'est bien l'objectif. Donc c'est une solution qui se développe, alors comme on l'a dit en Angleterre, mais partout en Europe, même en Europe latine, en Italie, en Espagne, au Portugal, Pays-Bas, Irlande. Bon, je pourrais vous les citer. Alors oui, industrialiser. Nous, en fait, on a mis beaucoup de temps à mettre sur le marché avec nos partenaires ce produit-là. Pourquoi ? Parce qu'on a construit une structure extrêmement solide pour pouvoir répondre à la demande et augmenter. D'accord ? Et donc, l'objectif cette année, c'est d'arriver à prêter 100 millions d'euros ou plus aux personnes et en gros 150 millions d'euros l'année suivante. Donc, oui, c'est industrialisé. Le potentiel de ce marché, il est de plusieurs milliards annuels par an. C'est ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le seul système industrialisable. Tout ce qui est vente en viager, nue propriété, etc., c'est des relations personne à personne. Négociation sur le prix, etc., c'est pas industrialisable. Même les premiers acteurs, ils sont obligés, ils ont les meilleurs, ils ont un commercial fait 10 ventes. Et ils peuvent pas changer le ratio, ils n'y arrivent pas. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un truc. Nous, c'est un contrat d'adhésion, c'est bancaire, et en même temps, c'est extrêmement surveillé. Et donc, ça sécurise tout le monde, et ça se met en place beaucoup plus vite. En 2-3 mois, vous avez le versement, vous pouvez mettre en place votre projet. Merci beaucoup, Alexis. Merci encore, Alexis Rouessé, donc, pour Arago et cette solution pour emprunter, entre guillemets, à plus de 60 ans. Voilà, nous arrivons à la fin de ce numéro de Cœur de Patrimoine. Merci pour votre confiance et votre fidélité. On espère bien sûr que toutes ces analyses, toutes ces expertises ont été utiles pour mieux appréhender votre gestion de patrimoine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de votre patrimoine. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.